L'eau ne ment pas. Tu peux croire ce que tu veux, mais regarde bien ce que ton propre corps ressent. Quand tu regardes l'horizon d'un lac, d'un océan ou d'un champ à perte de vue, dis-moi, vois-tu la courbe? Moi, non. Ce que tu vois, c'est une ligne droite, plate, stable et immobile. Et ça dérange parce que selon ce qu'on nous enseigne depuis l'enfance, la Terre est une boule qui tourne à plus de 1600 km/h à l'équateur, tout en voyageant à 107 000 km/h autour du Soleil, dans un système solaire lui-même projeté à 828 000 km/h à travers l'univers. Et pourtant, l'eau reste calme. Elle ne s'éclabousse pas, ne vole pas en tous sens, ne fait pas de bulles. Elle reste là, nette, plate. L'eau cherche toujours son niveau. C'est une loi physique universelle, ça. Que ce soit dans un verre, dans un lac ou dans un océan, l'eau s'ajuste toujours à une surface plane. Même la petite goutte dans notre niveau quand on veut mettre quelque chose bien droit. Alors, pose-toi la question. Comment l'eau pourrait-elle coller à une boule qui tourne? Comment expliquer qu'on puisse voir à 30, 50, voire 100 km de distance, alors qu'il devrait y avoir une courbure de plusieurs mètres qui obstrue notre vue? Les humains ont fait des tests avec des lasers, avec des niveaux à bulles, avec des instruments de mesure ultra précis. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'aucune courbure n'existe. En tout cas, pas celle qu'on nous promet dans les manuels scolaires. Ça, c'est sûr. Alors, si l'eau ne ment pas, qui le fait? Faut se poser des questions des fois. En 1954, l'amiral américain Richard Evelyn Byrd, héros décoré, vétéran de plusieurs expéditions polaires, est invité à la télévision dans l'émission Longines Chronoscope. Excusez-moi pour la prononciation. Ce qu'il dit ce jour-là restera gravé à tout jamais. Et je le cite, il existe au-delà du pôle sud un continent aussi vaste que les États-Unis, totalement inexploré. C'est pas moi qui l'ai dit. Un continent au-delà du pôle? Eh oui, mais selon nos cartes, il n'y a rien là-bas. Juste la banquise. Alors pourquoi un homme comme Byrne, un militaire de carrière, respecté, sans intérêt de faire le clown, là, aurait dit une chose pareille? C'est une erreur de langage ou une vérité cachée? Quelques années plus tôt, Byrd avait dirigé l'une des plus grandes opérations militaires en zone froide de toute l'histoire. On l'appelait l'opération High Jump. 13 navires de guerre, près de 5000 hommes, des avions, des hélicoptères, des sous-marins. L'objectif officiel était de tester du matériel militaire en Antarctique. Tu parles d'une idée de fou. Après ça, ils se demandent pourquoi il n'y a plus de glace s'il y a des fonds toutes. Mais ce qu'on sait, c'est que la mission a été interrompue brutalement après seulement 2 mois sur place. Certains appareils auraient été perdus, des hommes auraient même disparu. Et depuis, silence total. Aucune explication officielle. Non. Pas de publication ouverte sur les découvertes non plus. Puis en 1959, comme par hasard, un traité est signé, le traité de l'Antarctique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, toutes les grandes puissances mondiales s'unissent pour interdire l'accès libre à une région du monde. L'Antarctique devient un territoire fermé, contrôlé. Impossible de s'y rendre librement. Impossible de voler au-dessus. Impossible non plus de poser de simples questions.
Et l'amiral Byrd, il est mort en 1957, sans avoir pu raconter le reste de son histoire. Alors, a-t-il découvert quelque chose d'autre? Un territoire caché? D'autres terres au-delà du mur de glace? Ou peut-être autre chose? On ne peut pas l'affirmer, mais une chose est sûre. Quand quelqu'un de ce calibre parle d'un continent au-delà du pôle, ben on écoute. Et on se demande surtout qu'est-ce qu'on ne nous dit pas. L'horizon est toujours au niveau des yeux. Regardez-le comme vous voulez. Il est toujours au niveau des yeux. Monte dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Regarde par le hublot. Tu t'attendrais à voir une courbe prononcée de l'horizon, non? Et pourtant, l'horizon est toujours plat. Et il est toujours à hauteur de tes yeux. C'est ce que beaucoup d'humains constatent, même les pilotes d'avion, même des parachutistes, même des vidéastes en montgolfière avec des caméras HD. L'horizon ne descend pas sous l'axe du regard. Et ce n'est pas une illusion d'optique. Si la Terre était vraiment une sphère de 40 000 km de circonférence, la courbure devrait être perceptible au-delà de 30 km de visibilité. C'est une question de géométrie, pas d'opinion, les amis. Des images filmées à 35 000 mètres avec des ballons-sondes amateurs montrent un horizon parfaitement droit, d'un bord à l'autre de la lentille. Aucune courbure. Et quand la NASA publie des images qui montrent une courbe exagérée, on découvre que ce sont des prises de vue grand angle avec effet fisheye qu'ils appellent. Un artifice d'objectif qui crée une illusion, un mensonge visuel. Pourquoi utiliser un effet fisheye si la Terre est réellement ronde? La question se pose. Alors si l'horizon reste à niveau, même à très haute altitude, cela confirme-t-il que la Terre est plate? Ou est-ce qu'on nous montre une illusion depuis toujours? Le logo de l'ONU est un simple design ou un aveu silencieux. Regarde bien le logo officiel de l'Organisation des États-Unis. Tu y vois quoi? Une projection azimutale équidistante. En clair, une vue de la Terre comme la voient les partisans du modèle Terre plate. Un pôle nord au centre. Les continents étalés à plat autour. Et surtout, pas d'Antarctique visible. Juste un cercle. Est-ce encore un hasard? Il y en a beaucoup. Cette projection est exactement celle utilisée par de nombreux chercheurs indépendants qui rejettent le modèle du globe. Et ce logo existe depuis 1945, bien avant que l'imagerie satellite soit démocratisée. Alors, est-ce juste une question de symétrie graphique? Ou est-ce qu'on nous a discrètement glissé la vraie forme du monde sous les yeux en la cachant dans un symbole que personne ne questionne? Et si la forme de la Terre avait toujours été connue, mais réservée à une poignée d'initiés? On nous dit que si la Terre est une sphère et que l'eau reste collée et que les humains ne tombent pas en Australie la tête à l'envers, c'est grâce à la gravité. Très bien. Mais c'est quoi la gravité au juste? Même Newton lui-même disait « Je ne prétends pas connaître la cause de la gravité. » Et pourtant, tout notre modèle repose sur ce concept. Une force invisible qui attire tout vers le centre de la Terre, qui retient les océans, mais qui permet aux oiseaux de voler, qui colle l'atmosphère à la planète, mais laisse la fumée s'élever,
qui est plus forte pour les grandes planètes, mais que personne, jamais personne, ne peut mesurer directement. Alors que l'électromagnétisme, lui, se voit, se teste, s'expérimente. Les partisans de la Terre plate affirment que ce qu'on appelle gravité pourrait en réalité être une forme de densité, une loi de flottabilité ou une combinaison de pression atmosphérique et de masse volumique. Des expériences simples montrent qu'un objet plus dense que l'air descend. Un objet moins dense monte. Aucune magie, aucune force mystique invisible. Alors, est-ce que la gravité est un outil pour maintenir l'illusion de la sphère? Ou est-ce simplement le nom qu'on donne à un phénomène qu'on ne comprend pas vraiment? Les vols sont impossibles du sud au sud. Tu veux aller de Santiago au Chili à Sydney en Australie? Deux villes situées dans l'hémisphère sud. Elles sont en ligne droite selon le modèle du globe. Le vol devrait être court, direct et rapide. Et pourtant, aucun vol commercial ne trace cette ligne, pourtant logique. Les trajets passent par Los Angeles, Dubaï ou même l'Asie pour finalement redescendre vers l'Australie. Des détours, les amis, de milliers de kilomètres. Mais pourquoi? La version officielle parle d'optimisation de trafic aérien, de hub central ou de routes les plus rentables. Ben oui, oui. Des milliers de kilomètres de plus à parcourir, mais sont plus rentables. Cependant, sur un modèle Terre plate, tous ces itinéraires prennent tout leur sens. Sur une carte, avec pôle Nord au centre, les continents étalés à plat, ces détours ne sont plus des détours. Ils deviennent des lignes droites naturelles, des effets fish-eye pour simuler une courbure, des câbles visibles dans les vidéos de l'ISS, des fonds verts mal ajustés, des bulles d'air dans l'espace. Oui, des bulles, comme si les scènes avaient été tournées sous l'eau. Des astronautes qui manipulent des objets qui lévitent dans une trajectoire irréaliste. Des erreurs flagrantes de montage, comme des coupes étranges ou des décors réutilisés d'une mission à l'autre. Pour moi, ils pensent qu'on n'a pas connaissance. Et surtout, pas une seule image en direct de la Terre complète qui tourne. Seulement des rendus graphiques, des compositions, des visualisations. Alors, comment une agence qui reçoit plus de 25 milliards de dollars par année n'a-t-elle pas une caméra fixe filmant la Terre 24 heures sur 24? Oh, ça doit être un simple oubli. Ou un mensonge calculé peut-être? Depuis le tout début, la NASA et Hollywood marchent main dans la main. Juste après la création officielle de la NASA en 1958, une pluie de films sur l'espace a envahi les écrans. En 2001, l'Odyssée de l'espace, Star Wars, Star Trek, Apollo 13, Interstellar, Gravité. À chaque génération, on forge l'imaginaire collectif avec une vision bien précise, celle d'un univers sphérique, de planètes rondes, de galaxies en spirale. Et qui conseille sur les plateaux de tournage? Des scientifiques de la NASA, des consultants techniques de Boeing, Lockheed Martin ou Raytheon, des agences militaires. Hollywood est devenu l'usine à rêve de l'espace. Et plus on regarde ces films, plus le globe devient une évidence, c'est sûr, une vérité installée par la fiction. Alors la question est très simple, les amis.
Est-ce que c'est l'imaginaire qui copie la réalité? Ou la réalité qu'on nous impose à travers l'imaginaire? Très peu d'humains le savent, mais la quasi-totalité des astronautes américains ayant marché sur la Lune sont des francs-maçons. Buzz Aldrin, Gordon Cooper, Edgar Mitchell, John Glenn, tous membres actifs de loges maçonniques. C'est pas une rumeur, là. Non, non. Les documents officiels des loges maçonniques le confirment, noir sur blanc. Même la fameuse mission, là, Apollo 11, aurait, selon certaines archives, transporté un drapeau maçonnique sur la Lune déposé lors d'un rituel discret. Ben, il devait être discret. C'est la Lune, personne ne va le voir. Alors, pose-toi la question. Pourquoi une société secrète obsédée par les symboles et les rituels serait aussi présente dans un événement soi-disant purement scientifique? La question se pose. Et pourquoi les logos de la NASA, de SpaceX, de Blue Origin reprennent-ils des formes et symboles géométriques typiquement ésotériques? Et si le but de ces agences est d'explorer l'espace, pourquoi leurs structures internes ressemblent tant à celles des sociétés occultes? Pourquoi autant de zones interdites? Pourquoi autant de secrets? Au nord du Canada, c'est interdit. Certaines régions de l'Arctique sont restreintes. Le pôle sud, complètement verrouillé. Zone militaire en Alaska, zone classée au Groenland, zone floutée sur Google Earth, des dizaines d'îles disparues par enchantement. Pourtant, elles étaient répertoriées depuis belle lurette. Du jour au lendemain, plus d'îles. Mais pourquoi? Pourquoi un monde censé être connu, exploré, cartographié, contient-il autant de zones noires, de territoires interdits et de passages bloqués? La réponse officielle parle de sécurité, de préservation, de protection de la nature. Mais est-ce que ces prétextes tiennent la route quand des milliers de kilomètres de glace sont inaccessibles même à des scientifiques indépendants? Le traité de l'Antarctique, signé par toutes les grandes puissances, interdit toute exploration sans validation gouvernementale. Et même avec une autorisation, tu ne peux jamais dépasser certaines frontières. Tu peux explorer juste ce qu'ils veulent. Alors, c'est quoi qu'ils cachent là-bas? Des bases militaires? Des technologies? Des portes vers d'autres terres? Ou pire, la véritable structure de notre monde? Au-delà du mur de glace, des terres interdites? Et si l'Antarctique n'est pas un continent, mais plutôt un mur? Un immense cercle de glace entourant le monde habité? C'est ce que pensent de plus en plus de chercheurs indépendants, appuyés par des cartes anciennes, des récits d'explorateurs et les rares images aériennes non officielles. Le modèle Terre plate décrit l'Antarctique non pas comme un pays glacé au sud, mais comme une barrière périphérique infranchissable, délimitant notre environnement. Et qu'y a-t-il au-delà de ce mur? Certaines sources anciennes évoquent des terres supplémentaires, des continents hors du dôme, au-delà de la barrière, où vivraient d'autres civilisations, d'où viendraient des technologies oubliées. Il est impossible d'aller vérifier. Le traité de l'Antarctique nous l'interdit. Aucune expédition indépendante n'est autorisée à franchir ce mur sans autorisation militaire. Et ceux qui ont essayé ont été arrêtés ou réduits au silence. Alors,
qu'est-ce qui se cache là-bas? Des continents, des secrets d'État, ou la preuve irréfutable que la Terre n'est pas ce qu'on nous enseigne? Le dôme est-il une limite au-dessus de nos têtes? On t'enseigne que l'espace est infini, qu'au-dessus de l'atmosphère, il y a le vide. Mais si c'était faux, et s'il existait une barrière physique, électromagnétique ou invisible qui nous empêche littéralement de sortir? Plusieurs ingénieurs indépendants ont signalé que les fusées civiles comme militaires n'atteignent jamais certaines altitudes critiques. La mission américaine Opération Fishball en 1962 a envoyé des dizaines de missiles vers la haute atmosphère et certains ont explosé contre une barrière. Officiellement, c'était des tests nucléaires dans la haute atmosphère. Mais officieusement, c'était une tentative de percer une limite céleste. Le nom même du projet, Fishball, c'est-à-dire bocal à poisson, soulève une question très troublante. Surtout si tu as vu la vidéo où on entend très bien le son d'un bocal de poisson quand une fusée lancée en ligne droite frappe le dôme. Sommes-nous dans un bocal? Ou sous un dôme que personne n'a jamais nommé publiquement? On a le droit de poser des questions. Les textes religieux parlent tous d'un firmament, une voûte solide séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et aucune mission spatiale n'a jamais montré une seule vidéo claire d'une transition entre l'atmosphère et le vide. Jamais. Alors ce dôme serait-il la raison pour laquelle l'espace nous est interdit? C'est très légitime comme question. Qu'en pensez-vous, les amis, vous autres? En voulez-vous d'autres questions? Il y en a d'autres qui s'en viennent. Le soleil n'est pas là où tu crois. On t'a appris que le soleil est une étoile géante à 150 millions de kilomètres. Mais plusieurs observations sérieuses contredisent cette distance. Des photos montrent des rayons convergents à travers les nuages. Tu sais, là, comme ça, là. Comme si le soleil était proche, localisé et non lointain. Des études thermiques démontrent que le soleil chauffe une zone précise, avec des ombres courtes et nettes, incompatibles avec une source aussi éloignée. Ça pourrait pas s'en aller comme ça, là. Plus encore, lors de certaines ascensions en ballon-sonde, le soleil apparaît au-dessus des nuages à une taille étonnamment petite et définie très loin du disque géant qu'on nous dépeint. Sur le modèle Terre plate, le soleil serait un disque lumineux tournant en cercle au-dessus de nous, projetant sa lumière de façon ciblée. Et là, ça expliquerait les zones jour, nuit simultanées, les saisons et la forme circulaire des zones éclairées. Alors, est-ce qu'on nous cache aussi la vraie nature du soleil? C'est comme la lune, qui est une lumière propre et froide. Tu crois que la lune reflète la lumière du soleil? Soit. Alors, pourquoi les tests de température montrent que la lumière lunaire est plus froide que l'ombre? Il fait plus froid au soleil qu'à l'ombre. Des expériences simples et reproductibles montrent que sous la pleine lune, la zone éclairée est beaucoup plus froide que l'ombre et que la lumière lunaire a un effet réfrigérant, contrairement à toute réflexion logique du soleil. En plus, certains cratères semblent éclairés de l'intérieur et la surface montre une transparence étrange sous certaines longueurs d'onde. Des chercheurs indépendants affirment que la Lune serait lumineuse par elle-même et non un simple miroir. Si la lumière lunaire n'est pas un reflet,
Alors, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi cet objet céleste suit-il parfois le soleil à la trace, apparaissant en plein jour, visible en même temps que lui, sans ombre cohérente? Ça marche pas, là. Je constate ça régulièrement, moi. La Lune, telle qu'on te la vend, n'existe peut-être même pas. En tout cas, pas sous cette forme. Les étoiles ne sont pas des soleils non plus. On te dit que les étoiles sont des soleils lointains, à des millions d'années-lumière. Mais quand tu les regardes avec un télescope numérique ou même avec la caméra d'un simple cellulaire, ce que tu vois n'a rien à voir avec des boules de feu. Tu vois des formes géométriques vibrantes, des motifs en mouvement, des boules d'énergie, des couleurs changeantes, des sortes de fréquences ondulantes, presque liquides. Aucune étoile n'est parfaitement ronde ou constante. Aucune ne ressemble à ce qu'on nous montre à l'école et dans les documentaires de la NASA. Puis les fameuses constellations, elles ne bougent jamais depuis des millénaires. Si on était sur une boule qui tourne autour d'un soleil, qui file dans l'espace à plus de 800 000 km/h, dans une galaxie en spirale, on devrait voir les étoiles changer de position, non? Mais non. Orion est toujours Orion. La Croix du Sud est toujours au sud. La Grande Ourse, fixée, figée. Comme si c'était un mobile qu'on faisait tourner au-dessus de nos têtes à chaque nuit pour mieux nous endormir. Alors, est-ce que ces étoiles sont vraiment des astres lointains? Ou sont-elles des points fixes projetés dans le dôme, comme le suggéraient les anciens? Il existe d'anciennes cartes conservées dans des musées qui ne ressemblent en rien aux atlas modernes. La carte de l'amiral Piri Reis, datant de 1513, montre des terres inconnues au-delà de l'Antarctique, des zones précises de l'Amérique du Sud avant qu'elle soit explorée. Une absence de courbure terrestre. Tout est plat, 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 plat. D'autres cartes anciennes, comme celle de Mercator ou Oriontius Finaeus, excusez-moi la prononciation, je vais vous l'écrire, décrivent des continents cachés au-delà du cercle polaire sud, des océans qui n'existent plus aujourd'hui et des mentions de terres interdites ou effacées. Alors pourquoi ces cartes ne sont-elles jamais étudiées en classe? Pourquoi sont-elles démonétisées, censurées ou moquées? Et si le véritable visage de la Terre avait été effacé volontairement? On a le droit de se poser des questions. Il cache tout. Remplacé par un globe fictif peut-être, imposé à toutes les nations pour cacher les véritables frontières de notre monde. C'est possible. L'école est le premier niveau de programmation. À peine capable de marcher, là, on te colle un globe entre les mains. Tu dessines la Terre en bouboule, ronde. Tu fais des puzzles ronds. Tu regardes des dessins animés où les planètes tournent, où des vaisseaux flottent dans l'espace. À 5 ans, tu n'as pas le choix. Tu apprends que tu vis sur une boule. Et personne ne te dit que ce n'est pas une démonstration, là, mais une doctrine. Jamais on ne te propose de douter. Il ne faut surtout pas que tu réfléchisses. Jamais on ne t'explique que certains scientifiques, ingénieurs, marins, pilotes, même aujourd'hui, remettent ce modèle en question. On te montre une image de la Terre en 2D, vue de l'espace, avant même que tu apprennes à observer ton propre environnement. On t'oblige à apprendre et à croire ce que tu ne verras jamais de tes propres yeux. Et quand tu demandes pourquoi l'eau tient sur la boule, on te répond gravité.
sans jamais t'expliquer comment cette force magique agit, ni pourquoi elle n'a jamais pu être recréée à petite échelle. Jamais. L'école ne t'éduque pas, elle te programme. La science moderne est un dogme ou peut-être un outil de vérité. On associe la science automatiquement à la vérité. Mais la science actuelle n'est plus observation, expérimentation, remise en question. Non, non, non. C'est devenu une institution, une religion, avec ses grands prêtres, là, ses lois sacrées et ses hérédiques. Pose une question sur la forme de la Terre. Tu seras aussitôt étiqueté complotiste, illuminé, idiot, sans même qu'on te laisse exposer des faits. Et pourtant, la science a changé d'avis des milliers de fois dans l'histoire. On croyait que le Soleil tournait autour de la Terre avant. On croyait aussi que le sang était produit par le foie. On croyait que la Terre était immobile, puis après ça, mobile, puis après en expansion, puis après ça, en contraction. Aujourd'hui, remettre en doute la sphère, c'est blasphémer contre le Dieu nommé science. Mais un vrai scientifique remet toujours tout en cause. Et la question de la forme de la Terre n'échappe pas à cette règle. C'est comme le silence des élites. Pourquoi tant de verrouillage partout? Tu crois que si la Terre était plate, quelqu'un te l'aurait dit, mais les élites ont tout à perdre si ils te le disent. Le système éducatif entier s'effondrerait. Les agences spatiales perdraient leur raison d'exister et beaucoup d'argent. Les religions et philosophies seraient bouleversées. L'idée même d'un univers sans fin, d'un hasard cosmique, le Big Bang, s'écroulerait. Et surtout, le peuple réaliserait qu'il a été enfermé, limité, trompé, manipulé, berné et aveuglé délibérément. Ce serait une grosse affaire, là. Les élites ne parlent pas de la Terre plate, mais elles agissent comme si c'était vrai. Elles signent un traité mondial pour interdire l'Antarctique au public. Elles utilisent des fonds publics colossaux pour simuler l'espace. Elles placent des socio-ingénieurs à tous les niveaux d'information. En plus, elle impose le silence total à ceux qui pourraient parler. Mais là, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi qu'elle fait ça, cette élite-là? C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas que toi, tu saches. Mais la question qui me brûle les lèvres, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache? Qu'est-ce que ça pourrait bien faire qu'on le sache? Pourquoi eux ont le droit de savoir et pas nous? Ne sommes-nous pas tous des êtres humains égaux? Pourquoi nous cacher tant de choses si ce n'est que pour nous contrôler? Tu veux comprendre pourquoi on ne ressent jamais la rotation de la Terre? Pourquoi l'horizon reste toujours droit? Pourquoi les vols ne traversent pas le sud directement? Pourquoi l'espace semble si inaccessible? Toutes ces questions dans le modèle du globe exigent des réponses alambiquées, des théories contradictoires, des calculs complexes que tu ne peux jamais vérifier par toi-même. Facile, hein? Mais avec un modèle Terre plate, tout devient soudain logique. Le Soleil et la Lune tournent au-dessus de nous localement. L'eau reste plate parce qu'il n'y a pas de courbure. Les horizons lointains sont visibles parce qu'il n'y a tout simplement pas de chute vers le bas. Le dôme bloque l'accès à l'espace. Les continents sont placés selon une autre carte, plus naturelle
est beaucoup plus fonctionnel. Pas besoin de force magique, hein, comme la gravité. Pas besoin d'espace infini non plus. Pas besoin de mensonges constants. Juste une structure stable, ordonnée, fermée et surtout logique. Et si on t'avait menti depuis le début, tu as pris ce qu'on t'a dit comme un fait. Tu y as cru. Mais quand tu regardes de plus près, tu vois des incohérences partout. Et si tout avait été construit pour empêcher l'homme de comprendre qui il est, où il vit, d'où il vient et quel pouvoir il a réellement. Et si ce mensonge n'était pas juste scientifique, mais spirituel, culturel, philosophique? Et si cette forme plate, fermée, ordonnée, était la preuve que tu vis dans un monde créé intentionnellement, pas par hasard, pas au milieu du néant, là, par un supposé Big Bang, mais ici maintenant, sous un dôme, avec une vérité que personne ne veut que tu découvres. Les expériences effacées de l'histoire, il y en a plein. Durant les siècles passés, plusieurs scientifiques ont tenté de prouver ou réfuter la courbure terrestre. Beaucoup d'entre eux ont obtenu des résultats en faveur d'une Terre plate. Exemple, l'expérience de Bedford-Level en 1838, menée en Angleterre. Sur une ligne droite d'eau de près de 10 km, aucune courbure n'a pu être mesurée. Là où il aurait dû être caché par la courbure, s'il y en avait une. Cette expérience a été répétée plusieurs fois dans les années qui ont suivi avec des résultats similaires. Et pourtant, elle n'a jamais été enseignée à l'école. Jamais. Elle a été ridiculisée, effacée, puis ignorée par la communauté scientifique. Alors même qu'elle était parfaitement reproductible. Pourquoi? Parce que ces résultats ne correspondaient pas au récit officiel. C'est simple comme ça. Et si toute notre science moderne était fondée sur l'effacement des expériences dérangeantes? Les textes anciens parlaient d'un monde fermé, bien avant Newton, Copernic ou la NASA. Les civilisations anciennes parlaient d'un monde fixe, stable et fermé. Dans la Bible, le livre de la Genèse décrit un monde avec une terre sèche, une voûte appelée le firmament, des eaux au-dessus et en dessous, des luminaires qui tournent au-dessus de cette voûte. Ça ressemble étrangement à tout ce que je crois, tout ça. Les Égyptiens, les Hindous, les Chinois anciens, les Mayas, tous décrivaient une terre plate, stable, entourée d'un ciel solide, parfois soutenue même par des piliers, avec le soutien des élites religieuses, puis scientifiques, puis industrielles. Pourquoi ces anciens peuples décrivaient-ils exactement le même modèle, sans aucun contact entre eux? Et pourquoi ce modèle a-t-il été supprimé si brutalement par l'Occident moderne? Et si ce sont eux, qui disaient vrai depuis le début? Qui sommes-nous si la Terre est plate? Si la Terre est une sphère perdue dans l'univers, l'homme n'est rien. Il est un simple accident biologique créé par le Big Bang. Un grain de poussière dans un cosmos indifférent. Mais si la Terre est plate, fermée et délimitée, alors est un système conçu. Mais par qui? Par quoi? Ce serait un environnement construit spécifiquement pour la vie. Et toi, tu n'es plus un hasard. Tu es le centre du système, le cœur de l'expérience. Un être doté de conscience, créé pour exister dans un lieu intentionnel, sous une voûte visible, éclairée par deux beaux luminaires, et pas dans un vide froid.
Voilà pourquoi ce monde dérange tant. Il redonne à l'homme sa place, sa valeur, sa responsabilité. Il détruit l'idéologie du néant qui n'explique absolument rien. Il brise le récit moderne de l'insignifiance. Et ça, les élites ne peuvent pas le permettre. Le dernier mur à franchir est tout ce qu'on t'a enseigné. Il repose sur une structure fragile, des institutions, des dogmes, des images trafiquées, des manuels falsifiés. Mais ton ressenti, lui, ne ment pas. Tu vois un horizon plat. Tu sens que la terre ne bouge pas. Tu entends les contradictions. Tu ressens que quelque chose ne colle pas. T'es pas fou. T'es en train de te réveiller. C'est simple comme ça. Et ce réveil est dangereux pour ceux qui contrôlent le récit. Parce qu'une fois que tu vois le mensonge, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Impossible. Alors, continue à observer, continue à tester et à questionner. Parce que le dernier mur n'est pas en Antarctique. C'est pas un dôme. Le dernier mur est dans ta tête et il est en train de tomber. Le globe est l'arme parfaite de contrôle. Une sphère, un univers infini, un vide sans fin, un hasard absolu. Voilà ce qu'on t'a enseigné. Mais en réalité, ce modèle est l'arme la plus efficace pour maintenir l'humain soumis parce qu'il supprime toute logique de frontières. Il efface tous les repères. Il rend Dieu complètement inutile de cette manière. Il efface l'intention que quelqu'un aurait créé ce monde. Et surtout, il fait de toi un insecte insignifiant sur une boule perdue dans l'abîme cosmique. Un tel récit produit des peuples désespérés, faciles à contrôler, à exploiter, à uniformiser. Et ça fonctionne parfaitement. Regarde autour de toi. La science-fiction, c'est inoculer le mensonge par le rêve. On croit que la science-fiction est un jeu, un loisir, une fiction. Mais en réalité, c'est un outil de programmation mentale, tout simplement. Depuis des générations, les films et séries implantent les codes du modèle sphérique dans l'inconscient collectif. Des vaisseaux tournoyant autour des planètes rondes, des explorations infinies de galaxies lointaines, des humains marchant sur des planètes imaginaires, et bien sûr la Terre toujours filmée en boule. Mais où sont les films qui questionnent ce modèle? Où sont les œuvres qui montrent une Terre fermée? Un monde plat, délimité, stable et surtout intentionnel? Il n'existe pas. Parce qu'Hollywood sert le récit et ne le défie jamais. Il ne faut pas oublier le Vatican aussi là-dedans. Il a un rôle, peu le savent, mais le plus grand observatoire astronomique du monde n'est pas en Chine, ni en Russie. Il est entre les mains du Vatican. Et oui, le Vatican Advanced Technology Telescope se trouve en Arizona et son programme s'appelle Lucifer. C'est pas une blague. C'est un acronyme, un clin d'œil, une provocation. Quoi qu'il en soit, les religieux ont accès à des technologies spatiales de pointe. Pourquoi? Pourquoi une institution spirituelle aurait-elle besoin d'un télescope hyper puissant orienté vers l'espace? Posez-vous des questions? Dites-moi les réponses en commentaire. Et pourquoi le Vatican a-t-il adopté si vite le modèle sphérique, malgré les textes anciens et bibliques parlant d'un firmament? T'es-tu déjà posé la question? C'est parce que le Vatican, il a choisi son camp. Et ce camp ne sert pas la vérité.
Oublie un instant tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a enseigné et tout ce qu'on t'a montré. Regarde à la place. Quand tu es sur une plage, vois-tu une courbure? Quand tu filmes un avion qui s'éloigne, disparaît-il vraiment derrière une bosse? Ou est-ce juste un effet de perspective et de densité atmosphérique? Quand tu regardes la Lune ou les étoiles, ressemblent-elles aux images de la NASA? Ou à des lumières étranges, presque liquides? Quand tu vis, est-ce que tu ressens que tu tournes à 1600 km/h? Est-ce que tu sens la gravité coller ton sang à une boule volante? Moi, non. Ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est la stabilité, la fixité, l'ordre. Et ça suffit pour moi à tout remettre en cause. C'est pas une théorie, c'est une révélation. Tu as entendu tous les faits, tu as vu les contradictions, tu as compris les manipulations, j'en suis certaine. T'as pas à me croire, t'as pas non plus à adhérer. Tu dois juste constater par toi-même. Parce que ce dont il est question ici, c'est pas d'une théorie, c'est pas une mode, c'est pas une croyance marginale non plus. C'est une révélation, un effondrement, une vérité que tu ressens dans tes tripes depuis toujours. T'as été trompé, formaté, détourné de l'évidence de force. Mais aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Et maintenant, tout dépend de toi. T'as pas à me croire. T'as pas à croire qui que ce soit d'ailleurs. Mais t'as le devoir de douter, par exemple. Parce qu'on t'a appris à obéir, à répéter, à tout croire sans jamais vérifier. Jamais. Et si tout ce qu'on t'a enseigné n'était qu'un masque, et si derrière le mensonge du globe se cachait le plus grand secret de l'humanité? Tu peux tourner la tête, tu peux te moquer, tu peux ignorer aussi. Mais tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas. Moi, j'adore me questionner, tout analyser, mais par moi-même, et toucher aux sujets les plus lourds, les plus douteux et controversés. Ils sont trop mystérieux pour ne rien cacher. On tente toujours de nous miauter, de nous faire taire ou de nous ridiculiser quand on ose en parler. Mais on a le droit de savoir. Et nous saurons. Alors, si toi aussi, tu veux continuer à chercher, abonne-toi à ma chaîne, fais le pouce, active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Le prochain sujet va encore plus loin.